Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le mercredi 5 novembre 2025, épisode 476, il est 22h45, et au sommaire aujourd'hui, la Cour pénale internationale tourne la page de Microsoft et mise sur l'open source avec OpenDesk, un signal fort pour la souveraineté numérique. Le noyau Linux lui encaisse une nouvelle vague de vulnérabilités critiques, les administrateurs sont sur le pont. Outre-Atlantique, la CISA a ajouté 2 nouvelles failles exploitées à son catalogue Kev. Côté logiciel, Curl et MISP corrigent plusieurs vulnérabilités de sécurité pendant que Fortinet colmate une faille de délit de service. Le Royaume-Uni s'attaque enfin au spoofing téléphonique, une très bonne idée qui pourrait arriver en France. Et Eurojust frappe fort contre un réseau mondial de fraude à la carte bancaire. Pour rappel, l'ensemble des sources utilisées pour faire ce podcast sont disponibles sur le site de radiocessort.org ainsi que dans la description de l'épisode. Et si vous êtes un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Radio CSERT. La Cour pénale internationale abandonne Microsoft Office au profit de OpenDesk, une suite bureautique européenne développée par la société allemande Zendesk. La décision concerne environ 1800 employés de la CPI basés à La Haye. Selon le quotidien Handelsblatt, ce changement n'est pas motivé pour des raisons techniques, mais pour des raisons américaines imposées en 2025 par l'administration Trump contre plusieurs juges et procureurs du tribunal, dont le chef du parquet Karim Khan. Le responsable informatique de la CPI, Osvaldo Zavala-Giller, évoque la nécessité de renforcer l'autonomie technologique du tribunal. Il faut savoir que OpenDesk est une suite open source qui intègre Collabora Online pour Edition Collaborative Open Exchange pour la messagerie et la visioconférence ainsi que des outils basés sur Nextcloud, OpenProject et XWiki. La version 1.8, publiée fin septembre 2025, ajoute le support des macros et Nextcloud 31.0.7 et OpenProject 16.4.0. L'armée allemande a signé un contrat de 7 ans avec Zendesk au printemps 2025, ainsi que l'armée autrichienne qui a également adopté LibreOffice en septembre. Un article du Linux Journal a retenu mon attention. Plusieurs vulnérabilités critiques dans le noyau Linux ont été exploitées en 2025. Certaines ont déjà été évoquées dans Radio CSERT, mais elles ciblent les systèmes d'isolation, ou ce qu'on appelle les isolation layers, ainsi que les sous-systèmes critiques. La CVE 2025 21756 concerne une vulnérabilité Use After Free dans l'implémentation VSOC du noyau Linux. Utilisée pour la communication entre machines virtuelles et hôtes, un attaquant peut manipuler les compteurs de référence lors de la réassignation d'un transport VSOC, permettant une corruption de mémoire et potentiellement un accès root. Des correctifs ont été publiés pour les mainteneurs du noyau. La seconde CVE qui a retenu mon attention, c'est la 2025 38236. Elle a été détaillée publiquement en août 2025. Elle affecte l'interface Unix Domain Socket et le flag MSG-OOB, un processus dans une sandbox qui peut déclencher un use after free ou une lecture-écriture hors limite via des opérations MSG-OOB. Permettant une escalade de privilèges au niveau noyau, les distributions et éditeurs ont désactivé ou restreint l'usage de MSG-OOB pour les contextes sandboxés. La CVE 2025 38352, ajoutée au catalogue Kev de la CISA en septembre 2025, exploite une race condition, ce qu'on appelle un tuk-tuk, dans l'implémentation des timers CPU POSIX. Et c'est dans toutes les fonctions Handle POSIX CPU Timer et POSIX CPU Timer Dell, des correctifs sont disponibles. Et l'article signale que les 16 premiers jours de 2025 ont vu 134 nouvelles CVE pour le noyau Linux. La CISA l'agence américaine, a ajouté 2 nouvelles vulnérabilités à son catalogue Kev le 4 novembre, hier, sur la base de preuves d'exploitation actives. La CVE 2025 11371 va affecter Gladinet, CentreStack et TrioFox. Il s'agit d'une vulnérabilité permettant l'accès de fichiers au répertoire à des parties externes. La deuxième vulnérabilité, c'est la CVE 2025 48703 qui concerne CWP Control Web Panel. Elle permet une injection de commandes système. Bref, vous l'aurez compris. Il faut patcher. Le CERTFR a publié l'avis CERTFR 2025 AVI 964 concernant une vulnérabilité dans curl. La CVE 2025 10966 va permettre à un attaquant de contourner la politique de sécurité.
Les versions affectées vont de curl 7.69 à la 8.x antérieure à toutes les versions de la 8.17.0. Un bulletin de sécurité de l'éditeur curl est disponible, il faut patcher. Un second avis du CERT-FR, l'avis CERT-FR 2025 AVI 965, a été publié aujourd'hui concernant de multiples vulnérabilités dans MISP. C'est dommage, c'est ma plateforme favorite. Les vulnérabilités permettent à un attaquant de provoquer une atteinte de l'intégrité des données, ce qui est dommage quand même pour un serveur qui va héberger des IOC, une atteinte à la confidentialité des données, un contournement de la politique de sécurité et une injection de code indirect à distance via une XSS. Les versions de MISP antérieures à la version 2.5.24 sont affectées. Un bulletin de sécurité de l'éditeur est disponible sur le site mispproject.org security qui a été publié hier. Pour tous les administrateurs de plateforme MIPS, vous devez patcher. C'est pas négociable. Dans les vulnérabilités, nous avons la CVE 2025 59595 qui est une vulnérabilité de déni de service découverte en interne dans Fortinet Secure Access, affectant les versions antérieures à la version 14.12. Un attaquant peut envoyer un paquet spécialement conçu à un serveur dans une configuration non par défaut et provoquer le crash du serveur. Cette vulnérabilité est exploitable à distance. Alors au niveau de les échelles de score CVSS, en version 4.0, ça indique une sévérité élevée. La vulnérabilité a été publiée hier le 4 novembre 2025 et la solution, elle est simple, elle consiste à mettre à jour Secure Access vers la version 14.12 ou ultérieure et à appliquer rapidement les correctifs fournis par l'éditeur. Les principaux opérateurs mobiles britanniques se sont engagés à moderniser leur réseau pour éliminer l'usurpation de numéros de téléphone par les fraudeurs dans un délai de 1 an dans le cadre d'un nouveau partenariat avec le gouvernement. L'idée, elle est géniale. C'est pour ça que j'ai retenu cet article. C'est vraiment quelque chose qu'on devrait faire en France. Cet accord fait partie de la nouvelle Telecom Charters qui réunit les forces de l'ordre, les agences gouvernementales et les principaux opérateurs mobiles britanniques. On a BT, on a Virgin Media, O2, Vodafone, Free, Tesco Mobile, TalkTalk et Sky. Les opérateurs devront mettre à niveau leur réseau pour indiquer lorsque les appels proviennent de l'étranger, empêchant les fraudeurs d'usurper l'identité de banques, d'agences gouvernementales et d'autres organisations de confiance. Une technologie avancée de traçage d'appels sera également déployée pour permettre à la police de localiser les escrocs. Les signataires se sont également engagés à améliorer le soutien aux victimes d'escroquerie en réduisant les délais de réponse à 2 semaines. Selon le Home Office britannique, 96% des utilisateurs de mobile vérifient l'identité de l'appelant avant de répondre. Et les 3/4 bloquent les appels provenant de numéros internationaux inconnus. Le Deputy Commissioner Nick Adams de la City of London Police indique que la fraude représente 50% de tous les crimes au Royaume-Uni. Vous vous rendez compte ? La fraude, ça représente 50% de tous les crimes. Une excellente nouvelle qu'Eurojust, ils sont dans leur semaine. Hier, c'était 600 millions, et là aujourd'hui, c'est un truc de fou. Ils ont coordonné cette semaine une opération d'envergure mondiale contre une fraude massive par carte bancaire, conduisant à l'arrestation de 18 suspects. Parmi eux figurent 5 cadres dirigeants de 4 prestataires de services de paiement allemands. La fraude s'organisait autour de 3 réseaux qui ont escroqué plusieurs millions d'utilisateurs de cartes bancaires avec 19 millions de comptes dans 193 pays. C'est génial parce que c'est vraiment mis à l'échelle, quoi. Et le montant estimé de la fraude s'élève à au moins 300 millions d'euros. 600 millions hier, 300 millions. Quand je pense qu'il y a des gouvernements qui chargent des milliards, moi je trouve qu'il y a beaucoup plus simple. Luttons contre la cybercriminalité. La valeur totale des tentatives de fraude dépasse les 750 millions d'euros d'après la police et les personnes arrêtées sont de nationalité allemande, lituanienne, néerlandaise, autrichienne, danoise, américaine et canadienne. Entre 2016 et 2021, les suspects auraient volé des données de cartes bancaires, créé de faux comptes pour des abonnements à des sites de rencontres, de sites pour adultes et de streaming, autorisé et dissimulé des paiements et blanchi de l'argent. Les auteurs maintenaient délibérément les paiements mensuels en dessous de 50 € pour éviter d'éveiller les soupçons. Les suspects utilisaient des sociétés écrans, principalement enregistrées à Chypre et au Royaume-Uni, obtenues via des fournisseurs de Crime as a Services. L'opération a mobilisé plusieurs centaines d'enquêteurs dans plus de 10 pays à travers le monde. Il faut savoir qu'ils sont intervenus en Allemagne, en Italie, en Luxembourg, en Espagne, à Chypre, aux Pays-Bas,
aux États-Unis, Royaume-Uni, Canada et Singapour. Plus de 60 lieux ont été perquisitionnés. Alors, il n'y a que 18 personnes qui ont été arrêtées, mais il y a 60 lieux qui ont été perquisitionnés quand même. Et ça a conduit à la saisie de crypto-monnaies, de véhicules de luxe, de téléphones portables et d'ordinateurs. Bref, une super opération de registre. En tout cas, bravo. Et voilà, cet épisode se termine, j'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Il n'y avait pas trop d'informations cyber aujourd'hui, mais n'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 et pour les plus timides par email sur radiocessort@gmail.com. Je vois que mon post LinkedIn sur la raclette a eu du succès, je suis assez étonné. J'ai réservé le restaurant, il n'y aura que 10 places, mais je vois qu'on va proposer des prompts pour l'IA, ça va être assez rigolo. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous l'annonce sous LinkedIn si vous voulez participer à une raclette sur Paris. J'essaie de prendre un endroit le plus central possible. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch et on prépare son estomac pour la raclette. Ça devient n'importe quoi ce podcast. Je vous l'avais dit, ça arrive à la 500e, je pense que c'est terminé, on parlera même plus de cyber, quoi. Je vous embrasse très fort. À demain. Au revoir.